Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Donc, nous allons discuter de comment est-ce que les entrepreneurs peuvent se positionner pour être prêts pour le soutien à l'investissement et l'assistance technique et comment les organisations de soutien aux entreprises peuvent structurer leurs offres pour rendre les entrepreneurs soutenus aptes à l'investissement. Alors, je vais laisser Pauline, qui est notre modératrice, se présenter d'abord et ensuite présenter son panel pour qu'on puisse commencer la discussion. Merci, Pauline. Merci beaucoup, Awa. Bonjour à tout le monde. Comment vous allez? Nous allons tous très bien. Ouais, bonjour, bonjour. Très bien, Pauline. Donc voilà, je m'appelle Pauline et je suis la fondatrice et associée directrice de She Equity. Et She Equity est un véhicule d'investissement qui se focalise sur les entreprises dirigées et détenues par les femmes africaines. Et puis, She Equity aussi dispose également son propre accélérateur baptisé Shiba, donc She Equity Business Accelerator en anglais, à travers lequel nous soutenons des entreprises prometteuses dirigées et détenues par des femmes toujours. Et au fait, ce qu'on fait, on essaie de les dérisquer et puis les rendre aptes à l'investissement. Donc là, je suis vraiment très ravie d'être la modératrice de cette conversation prometteuse qui réunit des investisseurs et des facilitateurs d'écosystèmes francophones. Donc, on a 3 panélistes, mais comme j'ai vu, en fait, on n'est pas nombreux, on n'est que 12. Donc, j'invite à tout le monde aussi à participer. Et en principe, l'objectif de cette table ronde est de partager des idées sur quelle la préparation d'investissement, ce que ça signifie, mais en mettant aussi l'accent sur les écosystèmes entrepreneuriat francophones. Donc, ce que nous avons aussi, les panélistes, ils ont travaillé aussi avec d'autres écosystèmes, mais là, vraiment, on va se focaliser sur le côté francophone. Donc, en général, comme vous savez, on a toujours parlé du fait que peu d'investissements vont dans les écosystèmes francophones et on trouve souvent les différentes explications pour justifier pourquoi c'est le cas. Donc, au cours de cette conversation que nous allons avoir, nos panélistes vont partager avec nous leurs points de vue éclairés par leurs expériences en tant qu'investisseurs ou facilitateurs d'écosystèmes. Donc, nous aimerions que cette conversation soit engageante. Donc, par conséquent, nous vous invitons à poser des questions, à utiliser le chat, mais aussi les commentaires. Et comme ça, on essaie d'avoir une conversation vraiment très, très engageante. Donc, pour démarrer, j'aimerais inviter Evelyne. Donc, Evelyne, bonjour encore. Bonjour, Pauline. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter et partager avec nous à quel titre tu es impliqué dans l'écosystème entrepreneuriat francophone? Et puis, plus précisément, si tu peux aussi identifier les pays où le WIC Capital se concentre et quelles sont, au fait, les 3 principales observations que tu as déjà observées par rapport à l'écosystème d'investissement dans les pays francophones. Donc, je te donne la parole, Evelyne. Merci. Merci, Pauline. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici sur un volet d'une conférence régionale qui est en français. Enfin, on en fait tellement en anglais. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir ce focus sur l'Afrique francophone. Alors, moi, je suis la directrice exécutive de WIC Capital, qui est un fonds d'investissement qui existe depuis 2019. Et c'est un fonds qui cible exclusivement des entreprises dirigées par des femmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, le fonds a été mis en place par un groupe de femmes, WIC Sénégal, le Women's Investment Club. Donc, on a une double casquette. On a une structure assez hybride de réseaux d'investisseurs anges, mais aussi de fonds classiques PME. Et donc, voilà, un point que je vais rajouter avant de passer sur ta deuxième question, sur les 3 points notés. Nous aussi, nous avons mis en place une structure d'assistance technique, un programme d'assistance technique dédié qui s'appelle la WIC Academy, qu'on a lancé en début d'année et qui apporte aux entreprises que nous accompagnons un appui pré-investissement, donc pour les rendre investment ready, prêtes à l'investissement,
et un volet aussi post-investissement pour les sociétés du portefeuille qui ont besoin de ce push spécifique de sociétés des petites entreprises. Et la raison pour laquelle on a lancé ça et structuré ça en interne, c'est qu'on anticipait bien que ça allait être une problématique, l'investment readiness. Quand on investit dans nos écosystèmes, moi je dis toujours, hein, ça fait 7 ans que j'investis au Sénégal, on est sur des écosystèmes dans des pays où tout est à construire. On a un secteur privé encore larvaire, et donc c'est normal que ces entreprises aujourd'hui aient besoin de cet appui en plus. Avant que les fonds PME commencent à se développer, la seule offre de financement qui existait sur le marché, c'était la microfinance ou les banques. Les banques ne peuvent pas financer les PME telles qu'elles sont aujourd'hui parce qu'elles ont un coût du risque qui vient de leur coûter du capital, il leur faut des garanties que les entrepreneurs n'ont pas. Et surtout, on est à un stade de développement de nos pays, en Afrique francophone, où il faut financer des entreprises qui démarrent. Sinon, on ne finance pas le secteur privé. Et donc, les meilleurs acteurs finalement pour le faire, c'est les fonds d'investissement, des fonds PME qui émergent, que ce soit WIC Capital, je pense aux fonds qui sont financés par IEP, Teranga Capital au Sénégal, Komowe en Côte d'Ivoire, et il y en a d'autres, notamment en Côte d'Ivoire. C'est ces acteurs-là qui sont vraiment habilités à prendre ce risque en plus. Et donc, leur moyen de dérisquer, c'est l'accélération, la préparation à l'investissement. Donc, celle-ci peut être apportée par des acteurs externes ou alors internalisée. Et ça, on va vraiment sur cette tendance-là d'internalisation. Et ça vient vraiment du constat des investisseurs que même si un projet passe par un incubateur ou un accélérateur, il y a des volets qui vont manquer tout le temps parce que l'investisseur n'a pas été impliqué ou les incubateurs ne savent pas forcément ce qu'attend un investisseur ou en tout cas ont une idée de ce que l'investisseur attend, mais vu qu'ils ne travaillent pas avec les investisseurs forcément dans la définition de leur programme, on n'y est toujours pas. Et donc, pour réduire notre délai de déploiement de capital, on a besoin d'internaliser cette accélération-là. Donc, j'ai un peu dit de façon diffuse les 3 constats, je peux les résumer. Le premier, c'est des écosystèmes et des pays où le secteur privé est larvaire. Pas de rôle modèle vraiment pour les jeunes entrepreneurs. Et ça, c'est la base de tout. Ensuite, sur les femmes entrepreneurs, ceci est exacerbé. Parce que spécifiquement, c'est vraiment les entreprises les plus petites, les moins structurées, les moins formelles. Merci beaucoup, Evelyne. On va en revenir là-dessus. Donc, Anna, je te pose les mêmes questions. En fait, si tu peux, s'il te plaît, commencer par te présenter et puis indiquer les pays où tu travailles. Et je souligne aussi que tu joues des rôles. Donc, tu es à la fois à côté MBC et puis chez Equity et Shiba. Donc, si tu peux nous parler un peu, t'introduire, parler de ce que tu fais, les pays que ton travail touche. Mais aussi, comme Evelyne l'a dit, tes observations jusque-là, juste pour nous mettre dans l'objet de la discussion, s'il te plaît. OK. Merci, Pauline. Bonjour à tout le monde. Comme dit Evelyne, c'est un plaisir pour une fois que nous avons une conférence où nous nous exprimons en français. Moi, je m'appelle Tenemba Anna. Je suis originaire du Mali et je suis directrice exécutive de MBC Africa. MBC Africa est une firme de conseil vraiment innovante dans le sens où nous avons créé ce qu'on appelle une plateforme de collaboration qui permet aux PME, notamment celles qui sont dans l'agroalimentaire, d'accéder à un ensemble de services dont elles ont besoin pour démarrer et grandir. Parce que notre constat après 5 ans d'expérience, c'est qu'une entreprise a besoin de plusieurs types de services pour démarrer et grandir. Donc, se focaliser juste sur une portion n'aide pas vraiment nos entrepreneurs ou les PME. Donc, nous avons créé cette plateforme. Cette plateforme sur laquelle nous avons différents partenaires qui mettent à la disposition de nos entrepreneurs, de nos PME, les services que nous ne pouvons pas leur offrir directement. Donc, MBC Africa, c'est mon premier chapeau, comme dit Pauline. Mon deuxième chapeau, c'est à She Equity. She Equity, où je suis DAF, directrice administrative et financière, et où je dirige aussi Shiba, l'accélérateur dédié à nos PME. Nous aurons l'occasion d'en parler, mais cette dualité et cette manière hybride de soutenir les entrepreneurs
est inévitable, vu la taille et les tickets dont ont besoin les PME et que Evelyne a un peu touché en Afrique francophone. Il faut soutenir et opérationnellement et soutenir avec des investissements adaptés pour vraiment créer ce pool d'entreprises qui va dynamiser nos économies. Pour cela, je reviens sur les 3 commentaires et en fait, elles sont liées, tous les 3 commentaires sont liés à l'écosystème. Aujourd'hui, nous avons des écosystèmes très, très faibles et des chaînes de valeur, de services pratiquement inexistants pour nos entrepreneurs. Un entrepreneur, selon son stade, ou bien l'étape où il se trouve, il a besoin de financement spécifique. C'est vrai que la microfinance ne peut pas financer les PME réellement, mais c'est toujours une source, quand on démarre, que nous avons tous utilisée à un moment donné. Mais aujourd'hui, nous avons de plus en plus de structures de mezzofinance, ce qui change la donne sur le terrain, c'est-à-dire que ce sont des structures qui sont carrément, qui sont beaucoup mieux adaptées à financer les PME. Et nous avons, troisièmement, des banques qui ont changé ou bien qui ont mis en place des produits spécifiques pour les PME. Donc, il faut identifier ces banques-là et travailler avec elles pour proposer plus de produits et de services. Donc, au niveau de nos écosystèmes, la chaîne de valeur de financement, on doit travailler là-dessus. La chaîne de valeur des services dont les entreprises ont besoin. Parce que quand on dit est-ce que la PME est prête à recevoir de l'investissement, la plupart n'ont pas d'état financier ou les états financiers ne sont pas audités. Mais est-ce qu'ils peuvent se payer un auditeur? C'est la question. Est-ce qu'ils peuvent se payer vraiment un conseiller comme MBC Africa? Parce que MBC Africa, comme conseiller en investissement, ça a un coût. Est-ce qu'ils ont la capacité pour faire ça? Et l'une des solutions que nous avons trouvées à MBC, c'est d'avoir un fonds d'assistance technique. C'est une facilité qui permet de soutenir l'entreprise à payer ce genre de service. Donc, si on peut avoir un mouvement au niveau des écosystèmes nationaux où les PME peuvent avoir accès à du financement pour avoir des services corrects, je pense que ça va contribuer au fait qu'ils s'apprêtent à recevoir de l'investissement. La dernière chose, mon dernier commentaire, et ça me fend le cœur parce que moi-même je suis juriste, notre environnement légal et réglementaire n'est pas favorable à l'entrepreneuriat. Franchement, en zone francophone, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais c'est un de mes chevaux de bataille parce que on a beau faire, on a beau avoir des intermédiaires comme les accélérateurs, les incubateurs, tout ce que vous faites. Si votre environnement légal et réglementaire ne vous permet pas de grandir, de créer, par exemple, des structures de financement dont Evelyne a parlé. Moi, j'ai été l'un des premiers investisseurs à investir dans le fonds IPDF2 qui a créé Comoe, etc. etc. J'ai participé à la création de la structure, je crois, au Sénégal. La première, au Niger, qui est le bébé, en fait, c'est parti à partir du Niger. Mais on s'est rendu compte que l'environnement légal et réglementaire n'est pas du tout adapté. Donc, voilà 3 réflexions que j'ai et qui guident mon travail en tant que MBC et She Equity. Je pense qu'on pourra en parler au détail après. Merci beaucoup, Anna. C'est vraiment complémentaire ce que tu viens de dire, ce qu'Anna a dit. Donc, Dominique, la même question. D'abord, bonjour. Et puis, peut-être s'il y a d'autres observations que tu as eues qui ne sont pas exactement les mêmes, c'est les mêmes, tu peux les répéter, mais tu peux non pas les répéter comme tu veux, au fait. Donc, la parole à toi, Dominique. Merci. Merci beaucoup et rebonjour. Donc, je suis Dominique Owekissa, je travaille pour ADA, qui est une association basée au Luxembourg, existe depuis 1994, donc ça fait 27 ans. Et qui accompagne les institutions de microfinance, les associations et aussi les gouvernements à mettre en place
une politique, en tout cas au niveau des gouvernements et des stratégies pour l'inclusion financière, les associations à pouvoir former et outiller leurs membres à l'institut de microfinance, et puis pour les instituts de microfinance de pouvoir développer des produits adaptés surtout aux jeunes, aux femmes. Mais bon, aussi on parle de l'environnement, il y a toutes des secteurs qui ont besoin des financements et qui doivent être financés d'une manière qui n'est pas, on va dire, standard, puisqu'il faut aussi regarder les spécificités de chaque secteur. Et bien sûr, l'agriculture ne reste pas. Nous sommes basés au Luxembourg et nous avons des partenaires dans pas mal de pays en Afrique francophone. Et moi, je travaille sur les projets de finance des jeunes, donc jeunes entrepreneurs, et c'est comme ça que la conversation m'intéresse beaucoup. Donc, la francophonie et puis aussi les jeunes entrepreneurs. Donc, nous avons des projets au Burkina, au Sénégal, au Mali. Et ça, c'est le projet pour le financement des jeunes entrepreneurs en phase de croissance. Mais pour les jeunes aussi, les jeunes entrepreneurs, primo-entrepreneurs, nous avons des projets au Sénégal, au Togo et au Rwanda. Voilà, globalement, donc ça c'est un peu l'historique et aussi notre travail chez ADA. Mes constats, en fait, déjà je partage avec mes deux collègues les constats qu'elles ont faits. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu par rapport à notre expérience au niveau d'OADA. Quand on a commencé à travailler dans le financement des jeunes entrepreneurs, c'était en microfinance parce qu'historiquement, on est plutôt tourné vers la microfinance et on avait des jeunes qui en moyenne ont des besoins de financement de moins de 1 000 euros. Donc là, on parle vraiment des jeunes 300 à 500 euros. Ce n'est pas encore dans une phase de croissance. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé avec eux, on s'est rendu compte que dès que ce jeune-là dépasse un certain seuil et commence à avoir une entreprise qui va en croissance, donc le type d'entrepreneur que tout le monde souhaite avoir dans son portefeuille, c'est tout de suite des freins de blocage au niveau de l'IMF parce que l'institution de microfinance n'a pas ni les capacités en termes d'accompagnement technique, mais aussi des outils financiers, des produits financiers qui sont adaptés. Et donc, tout de suite, vous vous rendez compte que vous commencez un travail, vous donnez des opportunités, mais en fait, vous bloquez en même temps les entrepreneurs. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi adapter cet accompagnement-là parce que c'est des jeunes qui ne sont pas encore dans une phase de pouvoir accéder à des financements des banques commerciales. Je pense tout à l'heure, dans la plénière, on parlait même des PME, PMI, des initiatives comme ça. C'est des initiatives qui vont, en Afrique de l'Ouest, peut-être être autour de 20 millions de francs CFA, probablement. Alors, vous faites passer un jeune de 300, 500 000 à 20 millions, c'est impossible. La personne n'a même pas des outils en interne de pouvoir gérer tout cet argent-là. Et donc, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait tout ce qu'on on l'appelle le missing middle. Mais en fait, le missing middle aujourd'hui qu'on parle de, je ne sais pas moi, 1 million jusqu'à 100 millions de francs CFA, c'est énorme. En fait, tu ne peux pas prendre le financement d'1 million comme un financement de 100 millions. Ce n'est pas les mêmes besoins. Et voilà, comme disait aussi Evelyne, parce qu'il y a quand même des acteurs qui sont là, qui essaient d'apporter des solutions. On s'est rendu compte en fait que entre cet entrepreneur qui passe de la microfinance à un investissement, disons, privé, investisseur classique, ou en tout cas pour les PME à forte croissance, il y avait aussi un autre gap. Je ne sais pas si on va le dire comme missing middle of the missing middle, je ne sais pas. Mais en tout cas, faire passer ces jeunes-là à forte croissance était très difficile tout au démarrage. Donc, on s'est dit, voilà, il faut développer d'autres outils. Et voilà, en développant tout ça, on s'est rendu compte, en fait, et ça, c'est les constats qu'on a fait pour aller rentrer un peu dans le détail, c'est que les systèmes, en tout cas les institutions d'appui, les incubateurs, accélérateurs, venant de l'extérieur, aujourd'hui, vous pouvez parler du Sénégal, Mali, mais si vous êtes sur le terrain, c'est facile de dire qui fait quoi dans le pays. Mais quand tu viens de l'extérieur, c'est très difficile de trouver cette information. Alors, comment déjà connaître quel est l'accompagnement qui est disponible et comment être sûr que cet accompagnement est de qualité et durable? Voilà, je peux donner des exemples. Il y a aujourd'hui certaines institutions qui s'appellent incubateurs, mais quand tu y es, c'est juste des espaces de coworking. Et tu perds ton temps en fait à aller les voir, alors que quelque part, peut-être cette information existe. Donc ça, c'est le premier constat.
accompagnement de qualité et durable. Et derrière, en fait, c'est comment même financer ces structures d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, on parle de financer les entrepreneurs, mais on ne parle pas vraiment de comment financer et même faire des business models viables. Deuxièmement, et là, je vais vers les entrepreneurs, puisque c'est pour nous, même si on travaille avec des partenaires comme structure d'accompagnement, on est intéressé par l'inclusion financière de l'entrepreneur. Alors, on arrive à l'entrepreneur, c'est la disponibilité de l'information, c'est une casse-tête qu'il faut vraiment gérer d'une manière, on va dire, structurée et encore une fois durable. La personne peut avoir l'information, mais ne veut pas te partager l'information. Il y a un cas comme ça, parce qu'en fait, comme disait tout à l'heure Anna, l'environnement, dès que la personne sent que ça va être formel, toujours l'entrepreneur pense derrière, il y a les taxes, il y a le fisc qui va arriver, il y a ceci ou cela. Donc, l'information déjà peut exister, mais n'est pas partagée. Et en fait, dans la plupart des cas, l'information n'existe pas parce que la personne confond sa poche privée avec sa boîte. Et pouvoir décompter cette information et permettre à un investisseur de faire le minimum de due diligence, c'est très difficile. Le dernier point quand même, c'est aussi la disponibilité de l'investissement à temps. Aujourd'hui, on parle des entrepreneurs qui très vite identifient les opportunités sur le marché, mais quand l'investisseur n'accompagne pas sur cette vitesse, bien sûr, tout en gérant les risques qui y sont, ou alors des entrepreneurs qui sont dans le monde, dans le secteur agricole, où il faut, en Afrique de l'Ouest, en tout cas dans certains pays, une seule saison agricole. Voilà, ne pas donner l'argent à date du 1er juin veut dire en fait que tu fais rater toute la saison à la personne. Donc, grosso modo, c'est ça que je pourrais dire comme constat. Merci beaucoup, Dominique. Peut-être pour faire le suivi par rapport à ce que tu viens de dire, dans quelques minutes, brièvement, est-ce que tu peux, par exemple, préciser si ce constat, c'est par rapport aux pays francophones ou c'est la même chose? Puisque tu travailles aussi dans d'autres pays. Et ces problèmes, est-ce que c'est différent dans les pays francophones? Et c'est oui, comment alors vous essayez de combler le vide? Je dirais déjà, moi je viens de l'Afrique de l'Est, donc je peux même faire des comparaisons tout simplement entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. On a Afrique de l'Est, Kenya, Ouganda, enfin en tout cas c'est des pays anglophones aujourd'hui et maintenant on peut rajouter le Nigeria. Tu as les écosystèmes qui sont très dynamiques où l'entrepreneur, ou en tout cas les individus, les jeunes ont envie d'être entrepreneurs. Donc moi je vais parler peut-être des mentalités, en tout cas ça c'est mon opinion personnelle, c'est que tu as des jeunes qui s'identifient déjà comme entrepreneurs. Et donc, quand il y a une opportunité, ils le saisissent assez rapidement et vont vers la création d'une entreprise avec les systèmes d'accompagnement qui sont, je dirais, structurés et même la présence d'investisseurs. Parce qu'il faut aussi le dire, il y a aussi des barrières de langue, par exemple. Si aujourd'hui, on regarde les investisseurs qui viennent des États-Unis, ou en tout cas, on a encore cette culture d'entrepreneuriat, voilà, pouvoir se positionner, s'installer à Lagos où ils parlent anglais ou alors à Nairobi, c'est très facile. Maintenant, si tu commences à aller vers le monde francophone, déjà, il y a la culture et ces barrières qui peuvent potentiellement se présenter. Et quand je regarde l'Afrique de l'Ouest, où j'ai aussi vécu et travaillé, tu as plutôt des jeunes qui sont orientés, ça change petit à petit, mais qui étaient orientés pour aller travailler comment dire, des fonctionnaires, on va dire. Chaque année, il y a un concours pour être fonctionnaire et je dois dire que tu as peut-être 5 000, 10 000 jeunes qui sont présents pour aller travailler chez l'État. Donc, il y a cette mentalité qu'il faut vraiment essayer de changer. Et ensuite, pour nous, ce qu'on a fait avec ces constats-là, en termes d'aller s'installer dans les pays francophones, parce qu'en fait, déjà, le Luxembourg accompagne beaucoup les pays en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, le Niger, le Sénégal, le Burkina, c'est des partenaires privilégiés, on va dire, de la coopération luxembourgeoise. Il nous a fallu déjà aller identifier qui fait quoi. Et là, je pense que ça a été… On a fait des projets avec des partenaires et notamment à Evelyne avec We Capital, parce que c'est des initiatives comme ça qu'on s'y intéresse, on sent qu'il y a quelque chose, mais on n'était pas encore sûr de qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, quelque part,
pour chaque institution qui vient dans ces pays-là, il y a un manque d'informations qu'il faudrait essayer de pouvoir, en tout cas d'apporter des solutions durables, comme je disais. Et ce qu'on fait aujourd'hui, donc on a identifié pas mal de partenaires dans chaque pays. Et je trouve qu'il y a des exemples, en tout cas d'initiatives que je loue et que peut-être plus tard vont pouvoir aider d'autres structures, d'autres investisseurs à venir s'installer en Afrique de l'Ouest. C'est la labellisation aujourd'hui des structures d'accompagnement. C'est une initiative aujourd'hui qui est faite par Afrikinov. Je pense qu'il y a Fatou d'Afrikinov qui est là et qui pourra peut-être nous donner plus de détails plus tard. Mais c'est de dire, en tant que structure d'accompagnement, qu'il y a un minimum, comment dire, des outils qui sont disponibles, des informations qui sont disponibles et un label qui va permettre en fait à un investisseur qui s'intéresse aujourd'hui à un pays comme le Sénégal, peut-être la Côte d'Ivoire ou le Maroc, puisque aujourd'hui quand même c'est toute, comment dire, une sous-région que voilà, les investisseurs se disent, voilà, il y a une opportunité à aller chercher là-bas, mais comment tu peux arriver maintenant à identifier la bonne personne, la bonne institution, puisque aller chercher l'entrepreneur, c'est dur. Il faut peut-être trouver comment le juste milieu, et c'est ce juste milieu-là, et c'est comme ça que chaque investisseur aujourd'hui, comme disait Evelyne et Anna, essaie d'avoir à côté une structure d'accompagnement, parce que c'est par là que tu peux identifier les bons projets. Merci beaucoup. Parce que j'essaie de regarder le temps pour qu'on avance. Un dernier point, si tu permets, c'est vraiment, comment dire, développer des outils de financement qui sont variés, parce qu'il n'y aura pas un one size fits all. Ce que va faire Evelyne, il faut l'adapter dans un autre pays, parce que même si on dit Afrique de l'Ouest francophone, ce n'est pas les mêmes réalités, les mêmes mentalités en fait. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'essaie de voir le temps. Donc, si vous pouvez avoir des réponses un peu courtes comme ça en avance, je vous en remercie. Donc, Anna, par rapport à ce que aussi Dominique vient de dire, justement, on part toujours du problème de mindset, donc l'état d'esprit. Il a parlé de l'esprit entrepreneuriat, alors que les francophones, c'est plutôt, on voit l'esprit bureaucratique. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Quel est ton point de vue? Et puis, quelle expérience que tu as en travaillant avec MBC Africa et puis Shiba? Et puis, justement, par rapport à ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire au fait? Donc, si on peut s'orienter vers les sources, les exemples concrets qui nous avancent, donc ça sera super. Merci, Anna. OK. MBC Africa travaille sur toute l'Afrique de l'Ouest. Je veux dire, nous travaillons avec des entreprises dans exactement 6 à 7 pays d'Afrique de l'Ouest, dont 4 sont anglophones et les autres sont francophones. Ou bien c'est le contraire. C'est 4 qui sont francophones et 2 sont anglophones, excusez-moi. Comme je suis originaire du Mali, je suis très sensible à cette question. Et très tôt, je dis il y a déjà 10 ans, je réfléchissais à comment résoudre ce problème. Ce problème est lié, et peut-être que j'ai tort, c'est lié, ça remonte jusqu'à la période coloniale. Excusez-moi, hein, parce que le mode de colonisation et le pays qui colonise affectent le colonisé jusqu'à aujourd'hui. Nous cherchons dans la partie francophone, dès qu'on quitte l'école, on est parti à l'ENA, on veut être grand commis de l'État, on veut trouver du travail, etc. Parce que c'est le modèle dont nous avons hérité du colon. Et c'est important de le dire pour comprendre tout l'environnement et tout ce qui se passe en Afrique francophone. Et c'est parce qu'on refuse de regarder les choses dans leur ensemble qu'on perd beaucoup de temps. Donc, il faut avoir des environnements, des écosystèmes qui revalorisent l'entrepreneuriat. Moi, par exemple, dans mon pays, quand tu dis que tu veux être businessman ou businesswoman, c'est carrément une insulte. C'est une insulte. Son fils, là, il veut devenir businessman. À la limite, ça veut dire qu'il veut devenir tricheur. Et c'est une réalité. D'accord? Donc, il faut carrément faire tout ce travail. Et c'est un travail qui est holistique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 aspects. L'aspect qui est lié à l'entrepreneur,
c'est-à-dire comment mettre en place ou bien aider les incubateurs et les accélérateurs à avoir des modules qui leur permettent de se révaloriser et de se projeter vraiment réellement comme entrepreneur, parce que même aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils font de l'entrepreneuriat, c'est de l'auto-emploi qu'ils font. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat réellement quand on analyse. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est regarder les écosystèmes et leurs éléments. Parce que dans un écosystème, tu as effectivement l'entrepreneur ou la PME qui est au milieu. Autour de lui, les différents environnements légaux, réglementaires, mais tu as aussi ceux qui leur donnent des services, tu as les intermédiaires financiers. Et il faut travailler sur tout ça en même temps. Et nous, on a vraiment s'est cassé la tête comment faire mettre en place des écosystèmes nationaux qui permettent de faire évoluer tous les acteurs. Et en même temps, je sais que ça a l'air beaucoup comme ça, mais c'est la seule manière d'avancer et d'aller vite. Merci. Troisièmement, le rôle de l'État, ou bien disons des organisations publiques, parce qu'on a nos gouvernements, aujourd'hui il y a des gouvernements locaux ou bien la gouvernance locale, mais tu as aussi les fameux development partners, les partenaires au développement. Il y a tout un changement à faire aussi au niveau des partenaires au développement. Et ça demande à intégrer à leur niveau les besoins réels dans nos pays. Les programmes ne doivent plus être faits là-bas pour nous amener. Comme a dit Dominique, on part du terrain dans chaque pays, on crée des écosystèmes avec des acteurs qu'on va soutenir, etc., etc., mais selon nos besoins. Donc, comment faire jouer chacun son rôle proprement pour avancer? Je pense que ça devrait nous aider. Merci beaucoup. On me rappelle qu'on a juste quelques minutes, mais comme on a commencé un peu en retard, peut-être on peut avoir une marche d'ajouter peut-être 5 minutes. Donc, Evelyne, je reviens vers toi. Donc, le We Capital se focalise carrément sur les pays francophones. Vous avez une stratégie bien élaborée. Est-ce que peut-être s'il y a les gens ici dans cette conférence et qui ne sont pas toujours convaincus qu'il y a des opportunités dans les pays francophones, est-ce que c'est possible de partager avec nous c'est quoi votre stratégie? Qu'est-ce que vous voyez que les autres peut-être ne voient pas? Et par rapport à tous ces problèmes qu'on vient de discuter, comment en fait on peut avancer toujours pour avoir plus d'investissements dans les pays francophones? Donc, je donne la parole à Evelyne. Si tu peux être bref aussi, parce que j'ai vu Sila, j'ai vu Ibrahim, donc qui ont levé les mains, j'aimerais bien aussi. Voilà, merci. Alors, je vais essayer d'être très bref. Alors, très rapidement, hein, nous, la raison pour laquelle on est en Afrique francophone, c'est qu'on est des investisseurs basés en Afrique francophone. Et finalement, c'est ça qui drive l'argent, pour être très trivial. Il y a plus d'investissements qui vont aller dans les pays anglophones parce que les investisseurs sont plutôt anglophones et ils vont aller vers un pays où ils perçoivent moins de gap, où c'est plus familier. Hein. Nous aussi, en tant qu'investisseurs francophones basés dans des pays francophones, bon, ça a commencé au Sénégal, on s'est dit on va investir au Sénégal. Et la raison pour laquelle on est allé en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un groupe de femmes qui s'est constitué en 8 Côte d'Ivoire et donc on travaille avec celle-là. Donc l'ancrage local est très, très important dans la stratégie de développement de 8 Capital. Et à l'avenir, les autres pays qui se rajouteront à notre géographie partiront de groupes qui se créeront en local. Donc ça, c'est essentiel quand on va adresser les gaps de financement, les PME. Et donc, et au-delà de ça, il y a effectivement énormément d'opportunités parce que moi, je pense que, déjà, un fait, avant même de dire ce que je pense, l'Afrique francophone est aujourd'hui en pleine croissance. On a les pays qui ont la plus forte croissance au niveau mondial. Quand on pense à la Côte d'Ivoire, même un pays comme le Sénégal qui a un fort taux de croissance, en tout cas pré-Covid. Ensuite, quand on réfléchit à nos chaînes de valeur, il y a énormément de potentiel là. Et comme je disais tout à l'heure, il y a tout à faire. Et je pense aux chaînes de valeur traditionnelles, comme tout ce qui est alimentaire, food processing, le secteur cosmétique également, où tout est à un niveau presque zéro, mais avec énormément de potentiel et un marché global, mais un marché local en croissance, parce que les tendances démographiques et d'urbanisation sont favorables à ce type de business qui sont axés sur le consommateur. Donc, il y a intérêt à investir dans ces pays-là.
Après, je pense que le gap ne va pas se résoudre, ou en tout cas se réduire de sitôt entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone parce que écosystèmes totalement différents, éducation dès le bas âge qui pose des mindsets très différents. Donc, Anna a parlé de la colonisation, je ne vais pas revenir dessus. Donc, on est des pays qui fonctionnent de façon fondamentalement différente. Donc voilà, en une minute, notre stratégie et les opportunités en Afrique francophone de l'Ouest. Merci. Je vois Hawaï qui me regarde et qui insiste qu'on doit partir, mais moi, je veux donner la parole à Sila puisqu'il a vraiment la main depuis et on avait promis qu'on va inclure tout le monde. Donc, Sila, vraiment, merci. Très vite, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, vraiment, merci pour la parole que vous me donnez. Je suis Sila Daouda, Impact Investment Specialist pour le compte de Solidaridad. Nous travaillons dans la transformation durable des chaînes de valeur agricoles. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la problématique de l'accès au financement des entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises, la Côte d'Ivoire déjà n'alloue même pas 10%, je veux dire, en même temps que d'autres pays africains, 10% de leur budget sont alloués au secteur agricole. Et ici, nous travaillons dans les chaînes de valeur cacao et palmier. Et ce que nous faisons réellement avec ces acteurs-là, c'est que nous faisons tout ce qui est diagnostic. Ça, c'est l'appui que nous apportons avec les fonds, n'est-ce pas, du gouvernement néerlandais. Nous faisons des diagnostics et nous faisons aussi tout ce qui est business plan pour les accompagner. Mais nous ne nous arrêtons pas là parce que nous formons aussi les microfinances, n'est-ce pas, à élaborer des produits adaptés à ce secteur-là. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, il faut dire que nos actions, les actions que nous menons ont permis de mener, je veux dire, ces entrepreneurs-là à un certain niveau où ils sont prêts à l'investissement. Et donc, ce sont je veux dire, ce partage d'expérience que j'ai voulu quand même faire pour dire que c'est vrai que la BCAO, qui n'alloue même pas 4% de ses crédits de refinancement vers l'agriculture, je veux dire, c'est insuffisant. Il y a un écosystème qui n'est pas favorable à l'investissement et les actions que nous menons aussi, c'est de pouvoir relever ces différents gaps. Voici ce que j'ai voulu dire très rapidement. Merci. Merci beaucoup. Merci Eba, j'ai vu votre mail, mais je pense qu'on va continuer dans une autre séance puisqu'il y aura des occasions d'échange, de networking. Donc, merci beaucoup à notre panéliste, Evelyne, Anna, Dominique. Donc, vous avez bien entendu ce qu'ils ont partagé. Donc, il y a assez d'opportunités dans les pays francophones. Les agences d'accompagnement dans les pays francophones ont du boulot, en fait, puisqu'il y a quand même ces défis qui ont été soulignés. Mais aussi, je pense que les gens sont très collaboratrices pour essayer de travailler ensemble et avancer l'écosystème d'investissement dans les pays francophones. Donc, Awa, je te redonne la parole et merci beaucoup encore. Merci. Je vois que Ibrahima a sa main levée, mais nous allons procéder à la prochaine session. De toute façon, nous allons réorganiser une autre conversation pour l'Afrique francophone. Comme ça, on pourra mieux développer sur ce sujet. Donc, j'ai mis le lien dans le chat box. Donc, on peut rejoindre l'autre session et nous allons continuer après. Merci beaucoup en tout cas.